Marc Eisenberg, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Vous êtes ici avec nous dans le cadre d'une commémoration tout à fait particulière. Je vois que vous êtes habillé en noir. Est-ce que c'est lié au 45e anniversaire donc, de ce massacre de Munich qui nous a tous traumatisés ? Oui, c'est un épisode très triste sur lequel maintenant nous allons revenir. Nous sommes le 5 septembre 1972. 4h30 du matin. Yosef Gutfreund, arbitre de lutte israélien, entend du bruit dans l'immeuble du 31 Königstrasse, dans le village des athlètes des Jeux Olympiques de Munich. Il se lève et les yeux écarquillés, il voit des pseudo-athlètes vêtus de survêtements noirs sortir fusils d'assaut, pistolets, grenades de leur sac. Il comprend d'un seul coup et se met à crier « Tizarou, Mchablim, attention, terroristes !» Mais il est déjà trop tard. Le plus sanglant épisode du sport israélien et des Jeux Olympiques modernes vient de commencer. La veille, on fêtait encore la 7e médaille d'or du héros sportif de ces Olympiades. Vous avez bien entendu, 7 médailles d'or du nageur américain Mark Spitz, qui, ironie de l'histoire, était juif et d'ailleurs, à cause de l'attentat, a été exfiltré des Jeux Olympiques. Dès 4h45, une femme de ménage donne l'alerte. Mais les terroristes ont déjà tué 3 membres de la délégation israélienne, Romano, Zeinberg et Gutfreund, et pris en otage 8 autres de ses membres. Rappelons leurs noms. L'entraîneur d'athlétisme, Amitzur Shapira, l'entraîneur de tir, Kehat Shor, l'entraîneur d'escrime, André Spitzer, l'entraîneur d'haltérophilie, Yaakov Springer. Et parmi les athlètes, les lutteurs, Eliazar Alphen, Mark Slavim, et les haltérophiles, David Mark Berger et Zeev Friedman. Qui sont les terroristes ? Le groupe Septembre Noir, une émanation directe de l'OLP de Yasser Arafat. Ce groupe a été constitué après les heurts violents à Amman en septembre 1970 entre l'OLP et les Jordaniens. Ce groupe, dirigé par Abu Daoud, a assassiné en novembre 1971 le Premier ministre jordanien au Caire. À 17h, le commando exige un avion pour gagner justement le Caire avec ses otages. Fidèle à la politique constante de l'État d'Israël, Golda Meir refuse toute négociation avec les preneurs d'otages. Mais les Allemands passent outre, acceptent et préparent un piège. 5 policiers armés sont déguisés en membres de l'équipage et des tireurs d'élite placés à côté de l'avion. Hélas, le piège se transformera en tragédie en raison de l'amateurisme des équipes allemandes. Sans raison apparente, les membres de l'équipage et les policiers quittent l'avion. Quant aux tireurs d'élite, alors que maintenant la nuit est tombée, ils n'ont ni lunettes de précision, ni infrarouge, ni même gilet pare-balles. À 19h15, une fusillade éclate, elle durera 1h15. 5 terroristes sont abattus, les 3 derniers sont capturés, mais hélas, ils ont assassiné tous les otages israéliens. Le bilan est donc horrible. 11 membres de la délégation israélienne, soit un tiers de celle-ci, et un policier allemand ont été assassinés. L'émotion est à son comble dans le monde entier, sauf au sein du mouvement olympique. Oui. Le lendemain, le président du CIO, Avery Brundage, fait un discours pour célébrer la force du mouvement olympique, discours au cours duquel il ne citera même pas le nom des athlètes assassinés. Les Jeux redémarrent le surlendemain par un match de football entre l'Allemagne de l'Ouest et la Hongrie. Rien pour se souvenir de la tragédie. Ni bandeau noir, ni minute de silence. Une seule banderole sera mise dans le stade par quelques spectateurs. Incroyable, c'est les spectateurs et la banderole qui seront expulsés. Mais il y a eu tout de même une cérémonie. Il y a eu une cérémonie le 6 septembre, le lendemain, mais c'est vraiment un service à minima qui s'est déroulé. Israël décide évidemment de réagir et des bombardements massifs sont effectués sur les camps de l'OLP. Une liste des 33 terroristes assassins
responsable de l'opération est dressé par le Mossad et pratiquement tous les membres de cette liste, dont 2 membres de la bande Abadère, sont éliminés par le Mossad dans les années qui suivent. Ces épisodes sont très bien racontés dans le film Munich de Steven Spielberg, que je vous invite à voir ou à revoir. Abu Daoud, lui, sera arrêté en France en 1977, mais hélas expulsé en Algérie sans jamais avoir été jugé et mourra en Syrie en 2010. L'Allemagne, en fait, malgré une demande formelle d'extradition, était bien contente de ne pas avoir à effectuer sur son sol un procès qui aurait mis en évidence les carences et les énormes erreurs de ses services de sécurité. C'était il y a 45 ans et nous n'oublions pas. Et quand certains, aujourd'hui, veulent envoyer une délégation israélienne à Doha, au Qatar, au championnat du monde d'athlétisme en 2019, cela nous donne au moins à réfléchir. Merci Marc Eisenberg de nous avoir rappelé ce triste souvenir donc du massacre des 11 athlètes israéliens durant ces Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et pour parler du rôle du Comité international olympique, peut-être même pour parler de cette personnalité très controversée d'Avri Brundage qui était donc le président de ce comité, pour parler aussi de la position du Comité international olympique de ces dernières années, avec le fait que, par exemple, en 2012, eh bien, le comité a refusé une minute de silence, puisque c'était le 40e anniversaire de ce massacre lors des JO de Londres. Eh bien, on a refusé donc une minute de silence. C'est donc une attitude très controversée. Je voudrais que nous en parlions avec notre invité, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com à partir de Paris. Il s'agit de Bernard Absalem. Bernard Absalem, bonjour. Bonjour. Alors, je vous laisse avec Marc Eisenberg qui va vous présenter, puisque vous vous connaissez depuis de nombreuses années. Bonjour Bernard. Bernard Absalem est un des plus grands dirigeants du sport français. Il a été pendant 4 mandats, pendant 16 ans, président de la Fédération française d'athlétisme, et il occupe aujourd'hui une fonction éminente au sein de la Fédération internationale d'athlétisme, et il est proche conseiller de Sébastien Coe. Il a également des responsabilités dans le mouvement olympique, et notamment il dirigeait la délégation française aux Jeux Olympiques de Londres. Voilà, alors justement, Bernard Absalem, c'est une première question concernant l'attitude du Comité international olympique lié à ce massacre de Munich, à ce qui s'est passé à Munich. Et je voudrais vous demander de revenir sur la personnalité de celui qui était le président du Comité international olympique, Avri Brundage. Cela peut paraître stupéfiant avec le recul du temps, mais c'est un homme qui était à l'époque donc président à Munich, président du Comité international olympique, mais qui en 1936 était le président de la délégation américaine aux Jeux olympiques de Berlin, et que apparemment, si je ne m'abuse, vous me corrigez si je me trompe, il aurait même, on va dire, mis de côté des athlètes juifs américains parce que, bien entendu, il y avait les lois de ségrégation nazie à l'époque à Berlin qui ne permettaient pas aux juifs de participer à cette compétition. C'est vrai ? Effectivement, c'était un personnage assez trouble, et président du comité olympique américain au moment des Jeux de 36. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant d'attribuer les Jeux à Berlin, il a milité pour qu'effectivement ces Jeux puissent se dérouler à Berlin. Ensuite, il y avait un appel des Américains pour boycotter ces Jeux compte tenu du régime nazi qui était là en place, et il a milité contre ce boycott. Et donc, il a réussi à prendre raison là-dessus. Et du coup, effectivement, c'est un personnage assez trouble. Sans doute qu'on pourrait le qualifier aujourd'hui d'antisémite, sans se tromper. Quand on voit également son attitude pendant les Jeux de 36 par rapport aux 2 juifs qui étaient dans le relais 4 fois 100 mètres et qui n'ont pas pu courir alors qu'ils avaient leur place, on voit bien que sa complaisance à l'égard de Goebbels et du système nazi n'a pas permis à ces 2 juifs de courir le 4 fois 100. Ils ont été exclus. Et puis voilà. Après, il est devenu président du CIO, du Comité international, en 52.
jusqu'en 72 étant sa dernière année. Là aussi, on peut aussi regretter son attitude assez méprisante à l'égard de ce qui s'est passé et qui a été rappelé tout à l'heure. Il a déclaré immédiatement après les jeux doivent continuer. Voilà, the game must go on, donc mépris total pour ce drame qui s'était passé avec le meurtre des 11 sportifs israéliens. Donc voilà, c'est un personnage très troublant. Il a également, je crois, soutenu l'Afrique du Sud de l'apartheid pendant des années au sein du mouvement olympique. Oui, on peut considérer que c'était un fasciste, en quelque sorte. Aujourd'hui, il serait vivant, il aurait sans doute manifesté avec les mouvements américains, là qu'on a vu récemment manifester avec des drapeaux nazis. Je pense qu'il aurait été dedans. Est-ce que l'on peut dire qu'il a donné le ton, en fait, au sein du Comité international olympique par rapport à ce massacre, par rapport même aux commémorations liées à ce massacre, par la suite? Bien sûr, il avait un total mépris pour cela. Et donc, évidemment, pendant toute la durée à la fois de sa présidence, mais aussi la tonalité qu'il a donnée au mouvement olympique, qu'on pourrait qualifier de berliniste aujourd'hui, effectivement, le comité olympique, jusqu'à très récemment, Thomas Bach, le président actuel du CIO, qui est d'ailleurs allemand, lui est tout à fait différent. Et je pense que la prise de conscience commence à arriver maintenant avec Thomas Bach, ce qui n'était pas le cas de tous ses prédécesseurs. Oui, d'ailleurs, je le disais dans les titres, puisque aujourd'hui le président de l'État, Reuven Rivlin, sera à Munich pour inaugurer donc un centre un mémorial à la mémoire donc des athlètes à Munich. C'est probablement la première fois que, on va dire, cela se manifeste de telle sorte, de manière officielle, à un tel niveau, le souvenir de ces athlètes israéliens. Oui, absolument, que le Comité olympique international se manifeste, c'est la première fois depuis cette triste période, et on le doit au président actuel, Thomas Bach, qui évidemment n'est pas dans cette veine de mépris à l'égard des Juifs et à l'égard, je dirais, de toutes les minorités, puisque effectivement, vous l'avez rappelé, il y avait le même problème avec l'Afrique du Sud il y a quelques années, quand il y avait l'apartheid. Donc voilà, on est à un tournant, mais moi je suis allé à Munich à plusieurs reprises pour des compétitions, et il y avait déjà une plaque qui avait été mise donc là par les autorités allemandes, et je me souviens d'un championnat d'Europe à Munich où nous nous sommes inclinés, devant, nous avons tenu une minute de silence devant cette plaque en mémoire de ces athlètes sauvagement tués en 72. Quel souvenir, Bernard, vous avez justement de cet attentat en 1972? Alors j'avais 20 ans, j'étais un passionné d'athlète déjà, et je suivais évidemment les Jeux Olympiques sur les médias, les radios, la télévision, et donc j'étais complètement bouleversé par ce qui se passait, et en même temps je me demandais comment, compte tenu de toute la prise en charge de cet attentat sur le plan des autorités, il y a un certain nombre de fautes qui ont été mises. On était chercher les tireurs d'élite dans les clubs de tir. Oui. Il n'y avait pas de tireurs d'élite dans la C'était des réservistes, en fait. Oui, c'était des réservistes. Donc, je me suis dit quand même, quelle légèreté. Et j'étais évidemment très en colère quand je suivais cette actualité-là. Je ne comprenais pas qu'on soit pas plus efficace sur cette affaire. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué en tant qu'individu, en tant qu'homme, mais aussi en tant que sportif, parce que je trouvais que le sport devait être à l'abri de tout cela. On avait déjà vécu des moments extrêmement compliqués. Moi, je les ai pas vécus parce que j'étais pas né, mais 36, j'avais beaucoup lu sur ce qui s'est passé. Récemment, un film est sorti en France. Oui. Qui a été produit par Luc Dayan et qui rappelait la carrière d'Owens, mais tout ce qui s'est passé autour, notamment le régime nazi, le comportement de Avery Brundage avec ses complicités avec Goebbels. Donc voilà, l'actualité est toujours là, et c'est bien de continuer à avoir une espèce de respect pour cette mémoire, parce qu'il ne faut jamais oublier ce genre de choses. On dit souvent the show must go on, le show doit continuer, mais quand on revoit l'histoire, de se dire que 2 jours après, les Jeux Olympiques ont repris de façon guillemets quasi normale et sans aucune référence à cette tragédie, qui évidemment nous a gâché la fête. 2 jours après, c'était la médaille d'argent de Guido Hut sur 110 mètres haies, le champion français qui a été champion olympique à Montréal. Ça paraît un peu incroyable, et néanmoins, comme l'a rappelé Daniel, comment expliquer qu'encore en 2012, il n'y ait pas eu la moindre commémoration aux Jeux Olympiques de Londres? Qu'est-ce qui se cachait derrière la position là, du président de l'époque, Jacques Roche?
Alors, je pense qu'il y a une tradition au sein de ce que j'ai pu remarquer, hein, des dirigeants du CIO, c'est qu'en gros, on fait du sport, on fait pas de politique. Et donc, on se mêle pas à des problèmes politiques. Là, on caractérise cette affaire comme... Ah. Nous avons perdu Bernard Amsalem. On a compris au moins le début de sa réponse et on peut peut-être expliquer que d'une certaine manière, le Comité international olympique, c'est peut-être le reflet un peu de ce qu'est l'ONU sur le plan international et des pays avec une sorte d'automatisme ce qu'on peut dire, c'est que des alliances de certains pays. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces grandes fédérations sportives étaient par essence vraiment littéralement réactionnaire, puisque faisaient du sport au début du XXe siècle que des couches aisées de la population qui pouvaient se permettre de consacrer beaucoup de temps à l'entraînement, alors que officiellement il n'y avait pas d'argent dans le sport et on ne pouvait pas gagner sa vie. Et donc c'était des gens souvent de droite qui voulaient défendre des privilèges, qui étaient membres de ces fédérations et qui étaient donc pour l'apartheid, pourquoi pas, antisémites. Oui. C'était ce milieu-là qui était représenté. Et donc, malheureusement, Avery Brundage était l'émanation de ces assemblées conservatrices qui s'ouvrent petit à petit, et dont une grande façon de se laver les mains de tous les problèmes qui se posaient dans le monde était de dire on ne fait pas politique. C'est pour ça qu'on a attribué les Jeux Olympiques en 1980 à Moscou, malgré l'intervention condamnée dans le monde entier, et même par l'ONU de Moscou en Afghanistan, etc., etc. On peut espérer qu'aujourd'hui, les choses changent. Alors, nous avons Bernard Amsalem à nouveau en ligne. Bernard, vous nous disiez donc c'est à cause par le refus, en tout cas des pays du Comité international olympique de s'impliquer dans une, on va dire dans une querelle d'ordre politique, de caractère politique. Oui, c'est cela. C'est une espèce de tradition depuis toujours. On fait du sport, on fait pas de politique. Hein. Et je trouve cette réflexion un peu désuète aujourd'hui. On voit bien que le sport peut favoriser la paix. On a plusieurs exemples dans l'histoire. Et aujourd'hui, le sport est un langage partagé, quelles que soient ses opinions, quelles que soient ses origines sociales, ethniques, etc. Grâce au sport, on peut pratiquer ensemble, on peut s'entendre, on peut dialoguer. Et je pense qu'on devrait davantage utiliser le sport justement pour rechercher la paix dans certains conflits ici ou là sur la planète. Moi, je serais à la tête du CIO, c'est ce que je préconiserais aujourd'hui. Alors, Bernard, j'occupe aujourd'hui des fonctions à la Fédération israélienne d'athlétisme et je suis, pour ma part, très opposé à l'envoi d'une délégation israélienne au Qatar pour les championnats du monde de 2019, pour des problèmes de principe et de sécurité de la délégation. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Alors, je comprends parfaitement, je comprends parfaitement que tu sois inquiet. Au niveau de la Fédération internationale d'athlétisme, qui a attribué donc les championnats du monde à Doha, évidemment, nous allons regarder cet aspect de la question et moi, je vais intervenir très prochainement pour commencer à réfléchir sur les niveaux les garanties de sécurité qu'on peut donner à ces championnats du monde, compte tenu du contexte du Moyen-Orient. Pour l'instant, je n'appellerai pas au boycott. Je pense qu'il faut encore avoir quelques espoirs. Encore une fois, je veux dire, le sport, ça doit être la réconciliation entre les peuples, et c'est une opportunité de réconciliation, et il faudrait continuer à militer là-dessus. Alors évidemment, si on n'a pas les garanties, s'il n'y a pas toutes les garanties nécessaires, il est clair qu'il vaudrait mieux ne pas y aller, mais pour l'instant, je préfère... Il y a d'autres problèmes qui se posent au Qatar, notamment comment ces championnats du monde, comme la Coupe du monde de football, ont été attribués, et s'il n'y en a pas eu une corruption active et intense du Qatar pour obtenir ces événements. Oui, on peut se poser la question. Il y a une procédure actuellement de judiciaire en cours, donc on va attendre que les enquêtes soient terminées pour pouvoir juger un peu tôt. Mais même, pour l'instant, c'est bien Doha qui est programmé, 2019. Et moi, je souhaite, et j'interviendrai dans ce sens-là, qu'aujourd'hui, toutes les garanties soient données pour un accueil sécurisant pour la délégation israélienne. J'insiste encore, si ces enquêtes
dans les mois qui viennent, devait démontrer cette corruption, est-ce que vous militerez et est-ce que le président Sébastien Coe aurait le courage éventuellement de changer l'attribution de ces championnats du monde? Compte tenu de son attitude sur les autres affaires, notamment sur les affaires russes, nous avons été la seule fédération à suspendre les Russes pour dopage d'État aux Jeux de Rio, notre seule fédération internationale, alors que tous les rapports montrent que tous les sports subissaient ce dopage d'État. Donc, compte tenu de ce qu'il a déjà fait, je pense que oui, il aura le courage de le faire, et voilà, j'ai confiance en lui là-dessus. Eh bien, Bernard Amselem, merci d'avoir été ce matin avec nous pour évoquer donc ce drame, ce massacre qui a touché, on peut dire, l'ensemble du monde juif, l'État d'Israël et on va dire même l'ensemble de la communauté internationale, parce que c'est véritablement une onde de choc sans précédent après un tel attentat. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur studiocalita.com. Merci Marc Eisenberg également d'avoir été avec nous, de nous avoir rappeler en fait le déroulement de cet attentat, de ce massacre de 11 athlètes israéliens qui ont perdu la vie donc à Munich il y a 45 ans, jour pour jour, dans le cadre des JO de Munich. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Nous allons marquer une pause et on retrouve Eliana Gurfinkel pour sa chronique qui sera, et comme je le disais tout à l'heure aussi, une chronique de souvenirs, puisqu'il y a 20 ans, eh bien, se produisait un autre massacre de 11 Israéliens, 11 Israéliens également. C'était 11 soldats d'élite de la brigade, de l'unité des commandos marins qui tombaient dans une embuscade du Hezbollah. C'était il y a 20 ans, jour pour jour. Eliana Gurfinkel nous rappellera également ce douloureux accrochage qui s'est produit au sud Liban. Merci Bernard, bonne journée.